Merci beaucoup de m'inviter aujourd'hui dans ta communauté. Écoute, ça me fait plaisir. J'ai eu une super présentation pour toi tout à l'heure parce que je pense que les filles ont vu que tu avais rentré, mais tu n'avais pas de son ou quelque chose comme ça. Oui, Fait que c'est ça. quand j'ai vu le message que tu étais là, moi, je t'ai présenté, tenant d'applaudissements. Oh, quand il est interrompu, pas de Paul. Mais c'est pas grave. C'est pas. Tu sais, la gang du Lab, là, vous voyez un exemple d'adaptabilité. C'est ça, la vie. On a besoin de danser. Ça s'est passé dans un des derniers avec Christian Limoges qui est arrivé un petit peu plus tard. C'est la vie, c'est la vie. Comment ça va là, avec moi présentement? Moi, c'est ma question d'ancrage, hein, depuis 12 ans. Toutes les fois que je me fais demander ça, je fais le tour au complet de mon corps pour vérifier c'est quoi la vraie réponse. Alléluia, j'adore ça. Fait que ça va, attends un peu, je vais regarder. Je suis un peu fatigué et de bonne humeur. Good! C'est bon ça, parce que tu n'étais pas là au début, Paul, mais je parlais de lire la vie. Donc là, ce que tu viens juste de faire, et ça, c'est pas, au lieu d'être un acte d'automatique. Ça va, toi? Ça va, toi? Toi, tu as dit, Exact. OK, tu sais quoi? Sais-tu quoi? Bonne question. Oui. Et la première fois qu'on me l'a posé, cette question-là, moi, j'avais été très brusque envers des professeurs à l'université. J'avais dit devant tout le monde, tu sais pas de quoi tu parles, toi, puis c'est des niaiseries ce que tu nous dis, hein. Puis il y a un étudiant qui est venu me voir à la pause et qui a dit, Paul, ça va-tu? J'ai dit, ben oui, ça va. Il dit, non, mais pour de vrai. J'ai tellement trouvé ça que c'était une question niaiseuse que je me suis dit, je vais aller voir. Hmm. J'ai découvert que j'allais pas bien. Fait que, oh, c'est la première fois que je suis allé consulter, c'est grâce à ça. Parce que Le tu as début fait de une la vraie santé. lecture. Et par curiosité, hein, quand tu dis, OK, attends un peu, je vais regarder, tu regardes où? Ouais, ben moi, je promène mon attention dans l'endroit qui ne sait pas mentir. Dans le est-ce que c'est tendu? Est-ce que ça ouvre? Est-ce que j'ai froid? J'ai-tu un besoin? Donc, mon corps, il est super important pour me donner de l'information qui ne sait pas mentir. Good. Fait que, La tête est capable d'en inventer des mensonges. Mais le corps, lui, il te dit, je suis bien, je suis pas bien. c'est tellement bon. Donc, imaginez, gang, que vous êtes là. Au lieu de dire, hey, ça va, oui, oui, ça va bien, toi. Mais si tu dis, OK, très bonne question, prends ton attention, pousse-la sur ton corps, puis viens lire qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Faites juste, si on l'essaye tout le monde, là, juste voir, est-ce que la réponse va être différente? Hmm. Juste dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Là? OK. Moi, hier, j'avais un cours en plongée sous-marine juste avant ma certification. Et quand j'ai ramassé mes 2 bonbonnes pour sortir, je me suis fait un petit quelque chose dans le dos. Donc là, si je m'en viens voir, il y a un petit quelque chose qui est là dans le dos. Je vais bien. Je suis en renaissance, comme je l'ai dit tout à l'heure en début de live. Mais il y a une partie de moi qui est affectée dans mon esprit parce que mon corps, il y a un petit quelque chose. Fait que là, toi, tu as dit, je vais bien, mais fatigué. Donc, moi, je vais bien, mais en même temps, il y a un petit quelque chose dans mon dos qui est là, une petite pression, une tension qui est là. Hmm. Donc, faites juste m'écrire dans les commentaires si votre lecture a changé. Hein? Ça peut aller bien, ou pas bien, mais dans mon corps, je vais bien, ou peu importe. Parce que j'aime ça ce que tu dis, Paul, c'est qu'il y a un endroit qui ne sait pas mentir. Le corps ne ment pas, le corps est, mais l'esprit peut se raconter des histoires, faire du déni par-dessus tout ça, être une femme forte, un homme fort. C'est le même réflexe qu'on fait lorsqu'on a mal, puis qu'on se cogne le coude, puis qu'on fait ça. Aïe, aïe! Ben, si on le fait automatique, on se donne de l'attention et des soins. Donc, et Ouais. si on le faisait aussi à l'intérieur de nous, en se donnant de l'attention, vous savez, dans le moton qu'on a ici quand on est anxieux, là, et on se donne de l'attention puis des soins, on se colle dessus. Mais Ouais. ça répond à l'appel, ça facilite la prise de mesures intérieures. Puis c'est souvent un chemin que je fais, moi, en consultation avec mes patients, leur réapprendre à donner de l'importance dans les choses qui sont par là. Ouais, j'adore ça. J'adore ça. T'es tellement, même si tu n'étais pas là au début de live, tu es tellement en phase avec ce qu'on a partagé. Donc, de lire la vie, tu es où là? Et si j'expliquais aux gens que si on n'arrivait pas à lire la vie, on n'était pas en moyen de guérir l'espace qui était là. Tu sais, si j'arrive à faire une vraie lecture, mais je suis capable de guérir. Donc, tout à l'heure, je vois ici dans les commentaires, Karine a dit joie et un peu de fatigue. Ça veut dire, on pourrait dire ça va bien, mais ça va bien, un peu de fatigue. Ça veut dire que, idéalement, je voudrais répondre à ce besoin-là aussi, pour pas qu'ils viennent me rechercher éventuellement. Euh, un reste de mal de tête, trop de bière hier soir et un moral d'enfer. Gars, génial. Donc, tu sais, juste prendre cette lecture-là et dire, OK, qu'est-ce que j'aurais de besoin à travers moi? Je ne veux pas qu'on parte trop loin tout de suite, Paul. Je veux juste, aujourd'hui, tu accompagnes des gens. Hein, tu as autant par ta page Facebook, tu fais du coaching, de l'accompagnement one-to-one. Tu es un psychologue. J'expliquais tout à l'heure que ce que j'aimais de toi, tu étais dans
la noblesse de l'intention, tu aimes les gens, tu aimes la race humaine, tu aimes l'esprit humain, le corps dans son entier. Et je trouvais, je te l'avais même dit, je trouvais que tu étais quelqu'un qui marchait sur la ligne. Tu comprends? Qui n'était pas dans une rigidité, dans un extrémisme, que ce soit par ton ordre ou que ce soit tu sais, des fois, c'est au nom de la religion, des fois, ça peut être n'importe quoi. Hein? Tu es quelqu'un qui est flexible, qui vient voir, qui a aussi marché le terrain. Puis avant d'embarquer plutôt sur les enseignements, j'aimerais ça qu'on vienne déposer. T'es qui, toi? Oui. Viens d'où? Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui dans le travail que tu fais puis dans la contribution que tu offres à l'humanité? C'est quoi ton background, ton bagage? Ben, je me suis pratiquement élevé tout seul, moi. Ça veut dire qu'il a fallu que je découvre des repères par moi-même. Ça a été difficile, puis j'ai fait plein d'erreurs, plein d'explorations. Puis un jour, j'ai découvert Donjons et Dragons, Ah la vie ouais? imaginaire. Puis c'est ça qui m'a sauvé la vie probablement dans la détresse à l'adolescence. C'est que dès ma première partie, je suis devenu meneur de jeu, c'est-à-dire compteur. Je ne connaissais pas les règles, mais après 30 minutes, j'ai dit à la personne qui jouait le rôle du compteur, j'ai dit, tasse-toi, je vais le faire, ça, cette affaire. Gérer des mondes imaginaires, pour moi, c'était une chose facile parce que je l'avais fait toute mon enfance en étant un peu seul dans cette souffrance-là. J'animais des histoires. Puis un jour, j'ai joué beaucoup là, pendant l'adolescence, puis le début de l'âge adulte. Puis un jour, je me suis dit, comment je pourrais gagner ma vie en jouant à Donjons et Dragons? Incroyable. Je ne voulais pas être acteur. Je ne voulais pas être auteur parce que je suis dysorthographique. Moi, j'ai des erreurs, je fais des fautes de français en parlant, même aujourd'hui. Pas moi. Ah, puis, j'ai essayé la psychologie à un moment donné. J'ai découvert qu'il y avait des jeux de rôle en psychologie. Et puis, quand j'ai commencé mon doctorat, il y avait dans la même ville l'Institut canadienne de formation en jeux de rôle thérapeutique qui était dans la même ville. Je me suis joint à cet institut-là. Ah, j'aime tellement. Ça a été une belle synchronicité. Puis, je suis devenu directeur en psychodrame sur les jeux de rôle thérapeutiques. Puis aujourd'hui, dans mes consultations ou dans mes animations sur le web, j'ai l'impression que je fais un petit peu ce qui m'a sauvé la vie à l'adolescence. C'est-à-dire qu'on ne fait plus des aventures imaginaires avec des personnages fictifs, boucliers, chevaliers, dragons, mais on fait une aventure dans la vie de la personne. Puis moi, je vois que c'est comme un peu une quête, une mission dans laquelle il y a des obstacles, il y a des trésors, il y a des déceptions également, mais c'est une aventure avec une quête de quelque chose, la quête de soi. Puis moi, je le fais constamment, ce voyage-là. Puis j'aime bien dire que je rencontre des gens de temps à autre qui croisent mon chemin et dans lesquels moi aussi je croise leur chemin, puis j'essaie de leur transmettre les petites choses que moi j'ai apprises. Tu sais, qu'est-ce que ça me fait? C'est que ça me fait que, tu sais, Donjons et Dragons, je ne sais pas si on a du monde ici dans leur jeunesse que vous avez. C'était des livres, hein? Je ne sais pas si c'était des jeux vidéo aussi ou c'était juste des livres. Ben, c'est avant les jeux vidéo, donc c'était ça. des livres, on se racontait des histoires en imaginaire avec des feuilles de personnages. Puis... Je me rappelle très bien. Moi, je ne lisais pas, mais je me rappelle très bien qu'il y en avait plein qui circulaient autour de moi, des amis qui lisaient ça et tout. Et là, ce que ça me fait, c'est que tu disais que ton enfance n'avait pas été nécessairement évident. Et ça a été une certaine forme de refuge. Et ce refuge-là a été une découverte de soi qui t'a emmené aujourd'hui à pratiquer le métier que tu fais. Donc, oui. imaginez, de temps en temps, on pourrait juger les jeux vidéo, on pourrait juger n'importe quoi. On n'a aucune idée à quel point tout se tient et tout a sa raison d'être. Et aujourd'hui, mais tu baigner dans cet imaginaire-là où est-ce que tu arrivais à te détacher en quelque sorte de tes émotions qui pouvaient, je ne sais pas, ou au moins dissocier, au moins prendre de la hauteur et après ça, tu as appris à apprivoiser. Ça te permet de comprendre l'illusion que les gens se racontent. C'est encore du Donjon Dragon, mais là, tu es plus maître du jeu et tu viens accompagner les gens à se comprendre dans ce voyage illusoire-là. C'est un peu ça que tu fais, là. Oui, mais ça m'aide beaucoup, on pourrait dire, à avoir une espèce de perspective ou une double lecture. C'est que le premier niveau de lecture, c'est ce que la personne dit devant moi. Puis le niveau plus profond, c'est ce qui se passe en arrière des mécanismes de défense, là, en arrière de la personnalité, en arrière de l'ego puis de l'orgueil. Il y a souvent une partie à l'intérieur de nous là, qui est tellement sensible là, puis qui souffre tellement hein, que ça va même nous protéger contre nous si on essaye d'y aller la visiter. Là. Fait que clac, 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 les boucliers qui nous empêchent d'être en contact avec nous et être authentiques. Puis là, on ne veut pas ça. Mais il faut comprendre la pleine sensibilité, vulnérabilité de ce qui se trouve en arrière des mécanismes de défense. Ouais.
J'adore. Tu sais, comme je l'ai dit tout à l'heure avant que tu arrives, Paul, on ne se connaît pas beaucoup. Hein. Je t'ai vu quelques fois sur le web et particulièrement le moment où je se met avec Martin et j'ai aimé ce que tu as dégagé. Puis j'ai aimé, je voyais que c'était un gars pas nécessairement seulement de connaissances et de techniques, mais d'expérimentation. Puis tu portais et il y avait une intention vraiment de bien pour l'autre au travers de tout ça. Puis dans Oui. ce que j'entends aujourd'hui, pour moi, ce qui m'allume beaucoup, c'est que je vois un gars qui a appris à lire le vivant, à lire la vie, à lire avec, et j'aime encore plus à cause du parcours que tu viens d'expliquer. Donc, toi, quand tu rencontres quelqu'un, que ce soit moi que tu vois sur le web, sur une scène, si on va manger ensemble ou peu importe, que ce soit ta mère, que ce soit des clients, que ce soit des amis, tu as une grille de lecture constamment, probablement, sans analyser, là, sans Ah ouais, juste c'est dire ça. oh, regarde comment que cette personne-là peut voir, expérimenter, percevoir le vivant. Est-ce Moi, que j'aime bien le comparer, cette chose-là, avec un cuisinier qui va faire son épicerie. Un bon cuisinier, c'est pas difficile pour lui de ne pas cuisiner quand il va à l'épicerie, qu'il remplit son panier, mais il est peut-être capable d'identifier les bons aliments pour faire un super repas. Donc, ouais, c'est un petit peu la même chose comme moi, comme psychologue ou avec moi, avec ce que j'ai travaillé à l'intérieur de mes propres blessures. ouais, Ça me permet de voir une lecture un peu de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'autre avec peut-être plus d'aisance, mais c'est une ressource, ça, la capacité de lecture de l'autre. Puis moi, j'aime bien dire que ça fond quand on est stressé, pressé, fatigué, malade. Puis quand on tombe à zéro ressource, c'est là que les stratégies de survie apparaissent. exact. Combat, fuir, figer. Exact. Parce que là, on manque de vigilance. Comme tu dis, là, on est rendu stressé, on en a trop, on est surchargé, on est saturé, on est overwhelmed, tout le monde nous fait chier, il n'y a plus de vigilance, donc on ne lit plus. On est en survie, comme tu dis. Et Exact, en là, survie. parlons-en de ces trois stratégies-là, hein, qui sont là, qui sont sur le pilote automatique, qui sont là pour nous sauver la vie un peu. Ben Donc, tu oui. peux-tu les renommer? Combattre, fuir, figer. Le combat, c'est en espérant faire quelque chose pour, on pourrait dire, contrecarrer la menace. La fuite, c'est faire quelque chose pour s'éloigner de la menace en espérant que je ne serai plus en faire de l'évitement, dans le fond. Et figer, c'est souvent quand il n'y a plus aucune solution. Je sais que je ne pourrais pas gagner en combattant, je sais que je ne pourrais pas gagner en fuyant. Puis il apparaît la sidération, figée. Puis dans le cerveau, il y a même des déconnexions entre des structures cérébrales pour protéger la personne, qui fait en sorte que quand la personne reconnecte après un épisode de sidération, elle est un petit peu mêlée, puis elle se dit, ouais, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Puis les gens ont de la misère à faire le lien après ces épisodes-là de dissociation parce que c'est véritablement des structures cérébrales là, qui ont été défaites. Et on en a vu beaucoup dans le cas du COVID. Tu sais, dans le temps du COVID, là, où est-ce qu'on était pressé, les gens étaient fatigués, sursaturés, il y avait beaucoup de combats. Ouais. Fuir, je ferme ma gueule et je fige. Et c'est constamment là, versus quand on a une meilleure lecture, on apprend à s'apaiser, à prendre du recul, on est capable d'avoir des réponses plus intelligentes. Oui. C'est un peu ça qu'on veut apprendre à développer avec le temps. Exactement. Ben oui, c'est ça, c'est la théorie, ce que je vous ai dit, qui rejoint les principes du nerf vagal, là, parce que c'est de la physiologie. Moi, j'aime bien faire toutes ces lectures-là en termes de biologie. Parce que ici, on pouvait expliquer les phénomènes par des trucs biologiques. C'est une hypothèse constamment que je lève à l'intérieur de moi. Puis après ça, on peut aller loin, on peut développer beaucoup de choses, mais les mots sont tellement imparfaits pour décrire les expériences qu'on vit à l'intérieur de nous que moi, je suis toujours un petit peu essayé de faire ce double niveau de lecture-là quand j'utilise des mots. Là. Étant donné que c'est imparfait à décrire l'expérience, je le vois comme une sorte de poésie, mais en arrière-fond, c'est quoi qui est vrai? Qu'est-ce qui se passe là pour de vrai? Au-delà de toute forme de jugement, puis cette capacité-là d'observation, c'est pas tout le monde qui va s'y donner accès. Puis si on est trop stressé, on n'y a pas du tout accès. Mm-hmm. Ouais. Mais tu sais, dans notre communauté ici, ça n'arrive jamais qu'il y ait un masterclass qu'on ne parle pas de lire la vie, de s'observer, de prendre de la hauteur, de s'adapter, d'apprendre à gérer ce stress adaptatif-là. Donc, les gens qui sont dans ce parcours-là et toutes les autres formations par la suite, c'est parce que c'est la quête. C'est d'apprendre à devenir un peu plus responsable de ce qui se passe à l'intérieur de toi, d'apprendre à se reconnaître, d'apprendre à s'apprivoiser, parce qu'en grande partie, c'est ça, hein, Paul? C'est Oui. d'apprendre à apprivoiser la machine, la bête, les différentes dimensions que nous sommes. Pas apprendre à les battre, pas apprendre à les combattre, pas apprendre à les repousser, pas apprendre, mais plutôt à l'apprivoiser un peu comme un animal sauvage.
Ah oui, moi j'aime bien ça. L'analogie de l'animal sauvage, je l'utilise souvent pour dire que même si vous êtes bien intentionné, même si vous avez fait des lectures et des discussions, puis que là, vous dites oui, là, je suis prêt, je vais mettre de la santé dans ma vie. Bien, c'est tellement blessé ou c'est tellement un animal sauvage en dedans de soi que ça va se sauver ou ça va s'installer dans une zone aveugle que vous n'arriverez pas à voir. Et un peu comme un animal sauvage, il faut l'apprivoiser en étant calme, en installant dans sa vie des choses que le petit animal sauvage va trouver attirant ou intéressant. Puis tout comme on met des petites graines dans notre main puis on attend, là, mais il ne faut pas beaucoup bouger. Mais on pourrait le comparer aussi à un enfant qui fait un cauchemar en pleine nuit. Tout ce qu'il a besoin, l'enfant, c'est de la présence du parent. Ouais. Puis peut-être que le parent pourrait nommer pour lui, oh, c'est un gros cauchemar, ça, hein? Oui! Puis là, il se sent compris, c'est la moitié de la tempête qui s'en va. Ouais. Veux-tu que je reste couché à côté de toi un petit peu le temps que tu te rendormes? Oui, puis là, il se rendort très vite parce Et, que le et- sentiment de sécurité et est voilà. réapparu à l'intérieur de lui. C'est là que j'allais dire, c'est la sécurité. Plus qu'on va, si on va chercher cette sécurité-là, ben, on retombe en paix, on se sent en sécurité, on se sent porté, on se sent soutenu. Ouais. Et cette zone-là, elle s'entraîne. Oui. Elle s'entraîne avec, avec une ferme intention de l'entraîner, first. Hein, pas une intention de dire ah, si moi je ne vais vraiment pas bien, puis là, non, t'as peu, c'est quoi tu veux? Tu veux-tu développer davantage de paix, de quiétude, de présence, de sécurité à l'intérieur de toi, sans voir l'extrémisme de l'autre côté? L'attachement à la sécurité, parce que ça aussi, ça n'est un autre gros problème. Mais ça Ah oui. s'entraîne, entraîner cette sécurité-là avec la forêt, avec les animaux, avec la méditation, avec des bonnes habitudes de vie, avec l'alimentation. C'est grand tout ce qui va venir toucher ça, mais au départ, ça prend la ferme intention de dire est-ce que je peux tout simplement apprendre à apaiser mon esprit puis à être vigilant sur cette fluctuation-là qui a lieu à travers moi constamment. Ah ben moi, je propose aux gens d'observer la tempête intérieure au début. Good. Même pas d'essayer de faire de la pleine conscience, même pas d'essayer de méditer. Faites juste observer votre tempête. Puis, si possible, pour vous familiariser avec la tempête, essayez de le faire de manière régulière dans une routine. Parce que le cerveau, avant d'apprendre avec les intentions, parce que c'est assez élevé, ça, comme structure qui s'occupe de la volonté et de ta décision, moi, je pense que le corps, il apprend beaucoup par la répétition. Donc, Mhm. si vous installez dans votre vie une routine dans laquelle il y a toujours une période, mettons le matin, vous avez une période d'écriture, réflexion. Là, je vous parle de moi là, quand je dis ça. Une période d'écriture, de contact avec soi, d'observation de la tempête, sans jugement. Puis là, demain, peut-être que je vais pouvoir à nouveau mieux l'observer. Puis l'autre lendemain d'après, peut-être un peu mieux. Il faut être très humble, mais y retourner souvent. Puis on Ouais. finit par tracer un peu comme si on faisait un sentier dans ce qui avant était une jungle. Mais à force d'y aller souvent puis de se promener, on tape une trail, on fait un sentier, on fait une route, on fait une autoroute, puis à un moment donné, ça devient aussi facile que se promener sur l'autoroute, aller à l'intérieur de soi. Mais il faut Exact. commencer à quelque part le chemin. Fait que là, ça crée des nouveaux schémas, tout ça. Oui, Là, quand tu disais, c'est pas de la pleine conscience, on fait même pas de la pleine conscience, on fait juste s'observer, mais juste s'observer, c'est de la pleine conscience, en fait. Et l'intention de seulement s'observer, c'est une intention. c'est Tu comprends? vrai. Des fois, les gens associent l'intention à avoir un objectif, puis il faut que je C'est vrai. transforme. Non, juste, souvent, je vais dire, observe, puis change rien. Fais juste observer, prends des notes. Fais juste observer. Là, j'ai tendance à vouloir réagir. Génial. J'ai tendance à vouloir réagir. Là, je t'entends. Permets. Accueille. Fais juste observer tout simplement. Développe ta faculté d'observer. Mais ça, c'est une intention. Ça prend Oui, une c'est ça. ferme intention de s'observer. C'est la seule façon qu'on développe l'observation. Oui, René a dit observe puis note parce que souvent, je dis observe et prends des notes, mais quand je le dis vite, je dis observe puis note. Mais observe, mais au début, change rien. Parce que, tu sais, juste de devenir conscient de nos automatismes, conscient de nos schémas, conscient de à quel point que ça l'embarque rapidement mes combats, ma fuite, le désir peu importe tous les schémas que je peux avoir, juste prendre des notes là-dessus, sans jugement, juste s'accueillir, ça, c'est une intention. Puis après ça, mais peut-être dire, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, ça nous ramène à notre responsabilité de déprogrammer et reprogrammer avec conscience un peu. Ça doit être pas mal une grande partie du travail que tu fais avec les gens que tu accompagnes. Hein?
Oui, bien, ça va dépendre si on fait du soutien-conseil ou si on fait de la psychothérapie. Puis la différence entre les deux est souvent difficile à comprendre pour les gens, mais je fais peut-être juste à peu près 10 de ma pratique, moi, de psychothérapie. Là. 90 du temps, je vais rencontrer la personne, essayer de la soutenir, la rejoindre là où elle est rendue, puis je vais faire une injection d'espoir. Mhm. Et c'est rare que je vais faire un plan de traitement structuré avec des étapes par exposition. Moi, je valorise beaucoup le fait de donner du pouvoir à la personne pour qu'elle se ressaisisse elle-même. Ouais, C'est pour ça que je me vois comme un assistant. ouais, c'est ça. Puis la méditation, c'est que, encore une fois, les mots, c'est imparfait pour décrire les phénomènes, mais je vois souvent des gens en consultation qui me disent: Oui, mais je ne comprends pas pourquoi je me sens mal. Je médite tous les jours, au moins 2 heures, puis j'y arrive pas. Puis quand on décrit qu'est-ce qu'ils font pendant leur méditation, c'est qu'ils passent leur temps à se chicaner eux-mêmes en se disant: Mhm. Ah ouais, là, tu ne devrais pas avoir de pensée. Là. Non, tu devrais pouvoir aller plus loin que ça, tu n'y vas pas. Comment? Puis là, les gens, ils sont en train de se fouetter en appelant ça de la méditation. Mhm. Tout à fait ça. Fait que moi, je le décris un peu le processus en 3 étapes. Je dis, avant de méditer, je vais te proposer qu'on parle de l'étape d'avant qui serait la pleine conscience. Donc, moi, c'est ce que j'appelle la pleine conscience. Puis avant l'étape 2, il y a l'étape 1 qui est savoir rediriger son attention. Puis juste le fait de pouvoir placer son attention, observer les choses, passer de l'hypervigilance à la vigilance des deux côtés de la frontière. Pas l'hypersensibilité, pas l'hypervigilance. On le dilue dans les deux côtés. Présence à soi, en même temps que je suis présent à l'extérieur. Ben, c'est là qu'on commence à ancrer quelque chose où on n'est plus prisonnier. Ouais. Moi, pendant les 20 minutes où j'ai eu de la misère à me connecter au début du live, j'avais une difficulté technique externe, mais je donnais Ouais. juste 50 de mon attention à ça. L'autre partie s'était occupée à gérer ça ici, dire: OK, reste connecté là, à l'intérieur de toi, ce n'est qu'un problème technique. Ce n'est pas en réalité une vraie menace. Donc, reste présent ici. Là. Ne te défonce pas la gueule. Là. Puis, à force de rester, on a réussi à régler le problème finalement. Mhm. Mais c'est Mais, ça mais que tu je aurais propose. pu avoir, exemple, tu es fatigué, tu étais au bout de ta capacité adaptative, tu es en mode survie, tu aurais pu dire crise d'ordinateur, de technique, de Zoom, de merde, c'est pas fait pour moi, moi je suis technonouille. Et là, tu aurais vraiment ancré un mauvais schéma, une mauvaise programmation et tout ça. Exact. Et pas de croissance, au contraire, souffrance en fait, par manque de conscience, manque de vigilance. Tu aurais pu très bien, si tu n'avais pas été vigilant à observer ce qui est là, mais pas juste là. Parce que là tu étais en zone d'adaptation. Il y avait un stress adaptatif qui était là. Pourquoi tu arrivais à le gérer comme tu nous as dit? Bien, parce que tu as du bagage, Oui. Et parce moi, que tu j'aime as de bien dire que l'expérience. je devais être un grand malade pour avoir besoin de 30 heures de thérapie par semaine. Ouais, mais J'ai trouvé le métier parfait pour ça. ouais, c'est ça. Mais c'est là que tu as appris à te connaître et à tout ça. Mais ce que je veux dire par ce point-là, on dit que dans une crise, on retombe toujours au dernier niveau de maîtrise. Ah, Fait que c'est si beau. on est en réaction constamment, ben, c'est parce que c'est le niveau de maîtrise, donc le niveau de conscience qui est éveillé là, à l'intérieur de toi. S'il y a une crise puis tu arrives à te gérer, wow, génial, gars, c'est un problème technique comme moi. Parce que toi, tu as eu un stress adaptatif, mais moi aussi, j'ai eu un stress adaptatif que tu n'étais pas là. C'est OK, on va s'adapter, tu sais. Puis on se calme. À situation de crise, on retombe toujours au dernier niveau de maîtrise. Mais des crises, là, il y en a tout le temps. Oui. En scène, sur la scène, le COVID, dans ton couple, ton amoureux est en burn-out, ton enfant va quitter la maison, ton chien vient d'avoir, je ne sais pas, et tu vas peut-être le faire euthanasier bientôt. Il existe des crises constamment. Mm. Donc, souvent, les gens attendent à se maîtriser quand il y a des crises, mais non, il faut s'entraîner Oui. pour être capable d'avoir cette adaptabilité-là pour traverser les fluctuations, les tempêtes. C'est quelque chose que tu vois revenir souvent. Bien, les gens sont souvent hyper identifiés ou fusionnés avec leur habitude et leur mode de vie. Puis là, même s'ils veulent changer des choses, ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont fusionnés avec leur mode de vie. Puis la crise, c'est que c'est un chamboulement qui facilite le changement. Donc, moi, c'est ça que j'aime bien dire aux gens. Mais en même temps, il y a des gens qui vont malheureusement perdre la vie dans une crise tellement elle est grande. Mais si on laissait jouer son vrai rôle à une crise, c'est de faire en sorte que schlag, ça va faire une rupture dans le pattern pour faciliter le changement.
Ouais. Mais il faut laisser mourir l'ancien mode de vie inadéquat, pas mourir soi. Ouais. Mais pour réussir à faire la différence entre laisser mourir un mode de vie inadéquat et nous-mêmes, il faut prendre de la hauteur, de l'observation, se désidentifier de cette expérience-là. Même si c'est une tempête à l'intérieur de nous, ce n'est pas nous, ça nous traverse. Et comment on Ouais. pourrait être une tempête qui arrive et qui part? C'est un événement, ce n'est pas moi. Donc, ça Ouais. prend la distinction ici en se désidentifiant de la tempête. Oui, mais Paul, c'est pas facile. Bienvenue dans le club. Non, Ouais, mais c'est ça qui se passe. Oui, mais c'est pas facile. Il y a une crise, là, puis c'est pas facile, là. Tu sais, c'est comme, c'est pas ouais. évident, là. C'est bien beau tout ça, mais en même temps, il faut que je paye mon banquier. C'est bien Oui, beau tout ça, Paul, mais en même temps, je ne veux pas le perdre. C'est bien c'est beau pour tout ça, ça. mais ça fait 17 ans que ça se passe comme ça. Dans ce temps-là, moi, j'entends souvent ce genre de discours-là. Mais Puis dans oui. ce temps-là, j'essaie de ramener les gens vers un aspect réaliste. C'est où que tu as du pouvoir dans ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, par exemple, je suis ruiné? Parce qu'il y a des gens qui vont dire je suis ruiné parce qu'il me reste 10 cents dans mon compte, puis j'ai un bill de 200 $ qui va passer cet après-midi. Fait que ça, c'est une fiction de je suis ruiné. Parce que si on remet nos mains dans la réalité, il faut soit qu'il y ait une entrée de 200 $ dans mon compte d'ici cet après-midi, soit que je fasse annuler le paiement avec la caisse, soit que je demande un emprunt supplémentaire. Donc, ah tiens, 3 options là où avant, je pensais que j'étais ruiné. Mais c'est difficile de se diriger vers là l'aspect de la réalité pour reprendre du pouvoir seulement si on reste toujours dans nos fictions imaginaires. On est convaincu que nos fictions, c'est la réalité. Ouais. Et admettons qu'on reste là-dessus. Moi, j'adore ça. En fait, je pourrais avoir une discussion avec chacun d'entre vous, puis moi, j'en ai une grille de lecture quand j'entends des gens. Tu sais, sans jugement, je fais comme. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu sois psychologue, que tu sois psychiatre, que tu sois médecin, que tu aies des triples doctorats en recherche nucléaire, que tu sois un coach, que tu sois maman au foyer, jardinier. Il n'y a pas personne qui détient la vérité de la vie. On est tous des chercheurs. Exact. C'est important de comprendre ça. Il y a des chercheurs qui sont allés chercher une spécialité là, une spécialité là. Il y en a d'autres qui ont des génies qui comprennent des choses, qui arrivent à catégoriser. Il y en a d'autres qui ont un ressenti plus développé, ils entendent des choses différemment. Mais on est tous des chercheurs qui essayent de comprendre un peu, comme disait mon ami Einstein, la pensée de Dieu. Mais on voit tous des points de vue. Alors moi, quand que je parle à que ce soit n'importe qui, que ce soit un invité expert sur le lab ou que ce soit n'importe qui, je ne sais pas, un monsieur de 83 ans à la retraite puis qui me parle de sa vie, je suis toujours en train d'avoir l'esprit grand ouvert pour dire « Oh, wow, regarde comment il voit la vie ». Parce que c'est un choix de posture constamment. Et le choix de posture qui est fait va déterminer la vie qu'on va expérimenter. Alors, on revient à ce que tu étais en train de partager. Oui, mais je peux canceller la caisse, je peux appeler la caisse, je peux faire ci, je peux faire ça. En situation de crise, là, souvent, on veut être sauvé. Puis on voudrait avoir la recette miracle pour pas que la crise se passe. Mais ici, la crise, elle était là, Paul, pour faire émerger l'accès à des ressources qui sont à l'intérieur de nous. Tu penses que elle a une réalité, cette crise-là, quand elle se présente dans notre vie? Oui, ben, ça peut venir chercher le meilleur de nous, tout comme le pire. Puis ça Oui. va vraiment dépendre, je pense, de la capacité que la personne a développée sur la prise de responsabilité. Parce qu'à la base, l'enfant qui vient au monde, il faut que quelqu'un d'autre le prenne en charge. Parce que si personne ne s'en occupe à sa place, il va mourir. Mm-hmm. Là, à un moment donné, il grandit, il fait des choix, mais il est soumis à l'autorité de ses parents. Le rendu à l'âge adulte, il décide de sa vie, de ses équipes de travail, de son partenaire amoureux. Puis là, c'est ce qu'on appelle la diffusion de la responsabilité. On se la partage les uns les autres. Puis il y a des gens qui vont rester à ce niveau-là de responsabilité toute leur vie. Mais il y en existe 3 autres au-dessus. Il y a la responsabilité personnelle, dire je vais être la personne qui s'occupe de cette tempête-là ou de cet enfant blessé-là à l'intérieur de moi. C'est moi qui, à partir de maintenant, s'occupe de la suite. Je ne suis pas responsable de tout ce que j'ai subi quand j'étais jeune ou dans le passé. Mais la suite, c'est moi qui vais être responsable. Puis ensuite, il y a des gens qui vont développer encore plus loin une responsabilité envers un projet, une expertise. C'est probablement ce que tu fais avec ton projet. Tu aides tellement de gens que ça dépasse la responsabilité de juste pour toi personnellement. Moi, c'est un peu ça que je fais aussi en faisant des capsules sur le web. J'essaie de me prendre un projet très grand
qui demande beaucoup d'efforts puis qui vient avec plein de problèmes, là. Ouais. Mais ça permet de prendre une responsabilité supérieure pour aider encore plus de gens. Puis le dernier niveau de responsabilité, je pense, j'appelle ça, moi, la responsabilité humanitaire. C'est d'avoir un projet tellement grand qui transcende le soi. C'est là où il y a des gens qui vont appeler ça de différentes manières, la transcendance du soi. Ils vont appeler ça Dieu, ils vont appeler ça force supérieure, ou une cause humanitaire, là, que même si je voudrais, je n'y arriverai jamais à l'atteindre, mais ce n'est pas grave, on va le faire quand même. Comme par exemple, moi, je veux éliminer la faim dans le monde. Je veux éliminer la violence conjugale. Ben, c'est tellement gros comme objectif que probablement je n'y arriverai jamais. Mais ce n'est pas grave. Les gens qui vont jusque-là sur la prise de responsabilité, ils ont un immense cœur qui déborde d'amour et qui veulent s'adonner à un projet qui dépasse le soi. Ouais. Et avant de penser se rendre là, hein, moi je ne suis pas rendu là, bien, on essaie de revenir à où je me situe dans tous ces niveaux de responsabilisation-là. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de ma tempête ou si c'est moi qui peux prendre la responsabilité de cette tempête-là? C'est tellement beau parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont avoir un projet plus grand que soi, mais ils ne prendront pas la responsabilité de ce qui est là à l'intérieur d'eux. Tu comprends? Sauver les animaux, aider les femmes victimes de violences conjugales, peu importe, n'importe quoi, là, sauver la planète, ne pas manger d'animaux, peu importe qu'est-ce qu'ils vont avoir comme quête, mais qui ne s'occuperont pas de leur trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, du manque d'amour, de leur schéma et tout ça. Fait que là, ils veulent aider un projet plus grand en partant de la souffrance intérieure et ça devient un multiplicateur de souffrance versus un maillon purificateur. Il y a beaucoup j'appelle ça être extrocentré. C'est comme si le centre du cercle il était à l'extérieur de lui-même. Fait que là, il faut comme que tu brises le cercle pour faire ça, pour tellement donner aux autres quelque chose qui, à ta peu, protège-toi, là. Il faudrait que tu l'aies, ta bulle. Oui. Moi, je suis curieux de voir quelqu'un qui, tu sais, parce que ça a été, on a eu des années, j'ai eu des années où est-ce que dans ma perception, ça a été, aller voir un psy, c'est comme ça, tu n'en parles pas, tu ne le dis pas, c'est comme c'est mal vu, c'est comme. Puis aujourd'hui, au contraire, c'est un outil. Hein, comme moi, la méditation, comme l'activité physique, comme un psy, comme un garagiste, comme quelqu'un qui fait des rénaux sur ta maison, comme un plombier, c'est un psy. Quand tu en as besoin, quand tu as besoin d'alignement, quand tu as besoin de nettoyer, de dissoudre, de recadrer, de refaire, de réaligner, de nettoyer tout ça. Aujourd'hui, pour moi, quelqu'un qui va voir un psy, pour moi, c'est un signe de responsabilité. Que ce soit un coach, un psy, un thérapeute, peu importe l'approche, là, c'est un signe de responsabilité. Je suis curieux de voir quand les gens viennent te voir, quand les gens viennent, arrête un rendez-vous pour venir te voir. Est-ce que la majorité du temps, ça vient d'eux ou ça vient de quelqu'un d'autre autour d'eux? Ben, les demandes de couple, c'est un peu plus compliqué. Puis les demandes individuelles, c'est sûr que ça vient majoritairement de soi. Mais encore une fois, je vois fréquemment des gens qui consultent parce que c'est le conjoint ou conjointe qui les a envoyés consulter, mais c'est parce que ce sont les gens qui sont les plus proches d'eux, qui voient parfois la souffrance que même la personne à côté d'elle elle n'arrive même pas à voir, en disant là, je suis tanné d'absorber ta souffrance, là, va la soigner, là, va voir quelqu'un. Ouais. Mais dans la grande majorité des gens, des cas, les gens sont responsables, puis ils essayent de. C'est juste qu'ils ne savent pas et où la première porte d'entrée. Oui, c'est ça. Et puis, tu sais, moi, je me revois quand moi, j'ai fait mon burn-out au début, je n'avais aucune compréhension, aucune connaissance là-dessus. Et dans cette période-là de ma vie, j'étais comme, même le mot coach, je ne connaissais pas ça, mais psy, c'est sûr que j'avais déjà entendu ça, mais c'est comme, attends, là, je suis en burn-out, je n'ai pas besoin d'un psy, là, je suis juste fatigué, je n'ai pas besoin de. Puis là, surtout ce qui se passait à l'intérieur de moi, c'était, je ne me comprends pas. Comment veux-tu que l'autre me comprenne? Hein? Je ne sais même pas ce qui se passe avec moi. Comment veux-tu que l'autre. Et ça, c'était une mauvaise perception des choses. C'est comme si mon auto est brisée. Comment veux-tu que je le dise au gars du garage qu'est-ce qu'elle a, mon auto est brisée? Mais oui, mais lui, c'est son regard, en fait, que tu t'en viens chercher. C'est sa hauteur, c'est son expertise, c'est que lui, il a une grille, il va pouvoir t'accompagner, il va pouvoir te permettre de faire le prochain pas. Et pourquoi je t'emmenais là-dessus, Paul, c'est que c'est vrai, d'un côté, les gens qui auraient. Pas tout le monde. Il y en a qui sont très responsables, dire OK, là, je serais dû pour aller voir mon psy puis être encadré. Puis c'est d'une façon responsable. Mais il y en a d'autres qui tournent en rond parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Et ils peuvent avoir besoin d'aide d'un côté. Mais est-ce que tu vois une différence dans
celui que par lui-même est venu et celui que sa femme ou que sa mère elle veut qu'il suive un psy? Oui, ben, d'une certaine manière, oui, mais moi, j'ai un mécanisme, on pourrait dire, de filtration des clients qui fait en sorte que peut-être que je ne vais pas rencontrer même les gens qui ne veulent pas venir d'eux-mêmes. Good. Parce que pour venir me voir, il faut que les gens passent par une procédure de courriel, il faut qu'ils lisent mes procédures, qu'ils me disent pour quelles raisons ils veulent venir consulter. Puis là, tout dépendant s'ils répondent et si mes conditions leur conviennent, là, je vais fixer ou pas un rendez-vous. Fait qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui vont revirer de bord, ils vont en trouver n'importe quelle raison pour dire ah non, j'aime pas l'horaire. Ah, j'aime pas ça avoir un courriel. Ah, j'aime trop cher. Ah, toutes les raisons sont bonnes pour ne pas aller vers l'intérieur. Puis c'est correct, c'est pas tout le monde qui est disposé. Puis la connexion entre deux personnes pour cheminer là-dessus est tellement importante que moi, je respecte parfaitement les réactions des gens. Ça se peut très bien que je ne sois pas le bon psychologue pour aider tout le monde. Puis c'est pas parce que j'ai une vitrine publique, que je fais de la TV, de la radio, du web, que je suis le meilleur psychologue, loin de là. J'essaie d'ouvrir plutôt un espace pour que les gens, ils facilitent la connexion. Ouais. Mais en thérapie, les gens sont souvent très surpris d'entendre que je n'ai pas besoin, moi, d'avoir toute l'histoire de vie de la personne pour l'aider. Puis là, ils disent, ben oui, mais comment tu peux m'aider si je ne te raconte pas mon enfance, mon adolescence au travail, puis comment ça a été ma semaine, puis tout ça. J'ai dit, ben ça, tu me le racontes plus parce que toi, tu as besoin de faire du sens avec ces informations-là. Mais moi, quand je te rencontre, là, je me connecte aux nervures émotives là, que tu es en train de me communiquer puis de me partager. Là. En dessous de tes mots, là, je vois comme des lignes ou des nervures émotives, puis je le vois comment tu souffres. Puis moi, je te proposerais qu'on aille tout de suite là-dedans, mais je sais que tu n'es peut-être pas prêt, puis que tu auras besoin de faire du sens, puis d'installer des mesures de sécurité, mais le jour que les gens sont prêts à descendre, on y va. Mais ça fait mal. Moi, j'ai envoyé chier la personne qui m'a appris à faire ça, là, tellement j'étais choqué là, quand elle me proposait d'aller là-dedans. Hein. Je t'ai insulté, je t'ai insulté. C'était pas un psychologue. Hein. C'était une personne qui était super pro pour descendre dans les affaires à l'intérieur de soi. Puis mon orgueil s'est déclenché. Je l'ai envoyé chier. Je suis parti à pleurer. Puis là, il me dit c'est à qui que ça fait le plus mal quand tu fais ça? Je suis parti à pleurer par-dessus cette affaire-là encore plus. Ouais, c'est C'est à ça. moi. C'est à moi. Je m'attaquais moi-même tellement ce que j'avais mal, puis je ne savais pas quoi faire avec. Ouais. Ouais. Mais quand on est prêt, on peut y aller. Puis en dessous de la tempête épouvantable, il y a un lieu où on peut mettre de l'amour, mettre de la vérité, puis c'est là que ça change la perspective qu'on va avoir sur le monde. Mais on ne peut pas forcer l'accès à cette zone-là. Parce que dès qu'on la force, ça se referme avec 4 boucliers. C'est vrai. C'est vrai. Et justement, c'est le fait que ça se referme, ça nous demande de développer la patience, hein, notre foi avec le temps. Ça nous demande de développer notre douceur, notre compassion, notre persévérance. Et c'est le chemin qui nous emmène à cette reconnexion j'appelle ça le maître en soi ou peu importe comment on va l'appeler. Et aussi, je te pose la question aujourd'hui, est-ce que tu t'aimes? Ben, beaucoup plus qu'avant, mais c'est un concept assez. Moi, j'aime bien dire que je ne m'abandonne plus. Mais Ah, c'est beau ça. le concept d'amour, ça peut tellement vouloir dire plein de choses dans toutes sortes de directions. Mais je pense que j'ai une bonne estime parce que je ne m'abandonne plus. Quand ça a mal à l'intérieur de moi, j'y retourne. Puis je sais que je n'ai pas à l'intérieur de moi 10 millions de sortes de souffrances. Fait que quand je tombe à l'intérieur de moi dans mes insécurités ou dans mes crises intérieures, c'est toujours là une ou deux cracks que je connais très bien maintenant. Oui. Donc, quand ça arrive, que mes insécurités se déclenchent, je ne résiste pas contre, j'augmente la dose d'amour. Puis là, ça me permet de passer cette crise-là intérieurement en moins de 24 heures d'habitude. Alors qu'il y a quelques années, c'était 6 mois de tempête puis de crise épouvantable. Mais il ne faut pas penser qu'on peut l'enlever, cette blessure-là à l'intérieur de nous. C'est un profond détecteur d'éléments qui nous dit hey, fais attention! Donc, plus vite qu'on fait attention en disant merci de m'avoir averti, je prends le relais, c'est correct, merci de m'avoir averti. Là, mais on sort de la faille beaucoup plus rapidement. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, la différence, c'est que tu dis que tu as deux cracks, en fait, qui sont là. Tu es vigilant
que là, si mon Paul, si tu ne prends pas de la hauteur, si tu ne reviens pas dans une bonne hygiène de vie, si tu n'apprends pas à choisir de tes batailles, si tu ne comprends pas que c'est aussi ça la vie, si peu importe, tu vas glisser dedans et là, tu vas souffrir. Et elle est là la responsabilité et le besoin de vigilance et de se ramener en. Et ce que j'aime, en fait, Paul, c'est que là, on a un gars qui accompagne plein de personnes, un psy, il nous dit, tu sais quoi, ils sont encore là, mes craques à moi. Et je ne m'abandonne plus, je me vois, je m'accompagne dans ma guérison, mais je suis vigilant que ces schémas-là, si je manque de présence, ils peuvent revenir au galop assez rapidement. Ah oui, c'est souvent les mêmes sujets. C'est Mais pour ça que oui, j'avais dit au pour toi. sommet avec Martin que je donnais 50 de mon attention à mes interlocuteurs. Donc, même à mes clients, je leur donne 50 de mon attention pendant les consultations. Pourquoi? Parce que l'autre 50 il est pour moi. Mais Moi oui. aussi, je suis là pendant la rencontre. Donc, je ne vais Mhm, pas faire une simulation de présence. mhm. Je vais l'être pour de vrai. Et ça libère d'un immense fardeau quand on ne s'abandonne plus. Là. On peut porter même plus de fardeau parce qu'on est équilibré. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui marchent leur terrain à eux aussi? Hein? On va appeler ça la quête, leur idéal de vie, le jeu de la vie, peu importe. Qu'est-ce que tu aurais à partager comme point d'observation? Tu sais, dire, OK, tu t'en viens t'incarner. Je vais juste essayer de te rentrer dans ma vision. Là. Tu t'en viens t'incarner. Tu es un être, peut-être que oui, peut-être que non, hein, de multidimensions, qu'il y a des choses à prendre en considération. Dans le meilleur des mondes, hein, tu devrais apprendre à cultiver, à développer, à favoriser ça. Qu'est-ce que tu aurais, sur quoi tu aurais envie de mettre qu'on mette notre attention? Ça serait, quelle est la prochaine action juste à poser? Puis là, on se questionne Hmm. là-dessus. Puis là, on mesure. Ah ouais, c'est quoi la prochaine action juste à poser? Puis là, on commence par des choses simples qui ne savent pas mentir. C'est comme si on faisait du nettoyage. Est-ce que mon corps a besoin de quelque chose? Envie d'aller à la toilette? Soif? Faim? Ah, moi, j'ai soif. Fait que tiens, je vais m'occuper en direct d'un besoin. Ah! Hey, c'est-tu pas un peu effronté? En plein milieu d'un live, en plus, je prends soin de moi sur un besoin physique. Se donner le droit d'être. Puis là, ça vient d'apaiser quelque chose. La prochaine action juste maintenant. Bien, sur le plan, maintenant que je me suis occupé de mon corps, je vais aller voir mon monde affectif. Mon monde affectif, je suis enthousiaste, je suis de bonne humeur, puis je me demande si j'ai débarré la porte de mon bureau, mais ça me préoccupe. Oh, là, déjà, je vois que j'ai une préoccupation mentale, mais je sais que mes clients ne se présenteront pas avant au moins 40 minutes. Donc, c'est correct. Je n'ai pas d'autre action juste à poser à l'extérieur, rien d'urgent, je reviens présent. Donc, c'est ça l'outil que je propose de développer aux gens, c'est la capacité de débarquer du pilote automatique pour mesurer la prochaine action juste. Mhm. Faites des ponts, gang. Je ne sais pas si je l'ai, ma définition que je vous ai faite de la pleine conscience, mais c'est toujours d'apprendre à lire ce qui est là, sans jugement de valeur, hein, d'apprendre à lire ce qui est là et ensuite offrir la meilleure réponse adaptative qui va emmener la guérison, la vitalité et la prospérité. Ce qui explique là, c'est exactement ça dans d'autres mots. C'est-à-dire quel est le besoin qui est là, que ce soit émotionnel, affectif, que ce soit dans ma tête, tu es en train de se tourner quelque chose et permets-toi de répondre à ce besoin-là, de dire, Ouais. OK, se permettre. Puis une fois qu'on se permet, on croit, on est en croissance, hein? On bascule, la vie, elle Ouais. continue. Si on ne se permet pas, on devient tourmenté. Est-ce que dans ta pratique, tu vois que ça arrive souvent? Les gens ne se Oui. permettent pas, sont tourmentés, l'agitation, elle est là. Et... Moi, je vois plus, on pourrait dire l'inverse, et je vois des gens qui ne sont pas encore rendus à s'occuper de ces fines nuances-là, puis qui Mhm. plongent dans la croissance personnelle et le développement personnel avec une fougue, une ardeur, puis de la dynamite, mais ils n'ont pas encore développé, on pourrait dire, la capacité de s'auto-sécuriser. Fait que moi, je le compare un peu avec l'idée de mettre de la nitroglycérine dans un moteur de vieux char. C'est vrai qu'il va avancer très rapidement ton char, mais pendant à peu près 50 mètres. Après, il est détruit. Ouais, mais tu sais quoi, ce que tu viens juste de dire là, tu viens de décrire le début de mon éveil. Ouais. Non, mais c'est vrai. Dans le sens que moi, c'est comme au début, là, je suis entré dans un parcours avec un enseignant qui était comme une grande ouverture spirituelle, puis on faisait des techniques de respiration pour ouvrir la Kundalini, puis avoir de. Ouais.
Et François, il avait de l'énergie, mais effectivement, j'ai la même image que toi. C'est comme le gars, il a de la misère à conduire un petit kart ou une Lada, puis là, tu viens d'y mettre une Ferrari dans les mains. La première courbe, qu'est-ce qui s'est C'est ça. passé? J'ai rentré dans le mur. Et là, je détruis, puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Mais en même temps, c'est aussi parfois comme ça qu'on apprend à conduire. C'est vrai. Moi, je pense que ça fait partie des apprentissages. Est-ce que vous êtes capable de convertir votre expérience en un apprentissage? Ouais, Les c'est gens bon. qui réussissent à le faire, ils se libèrent très rapidement. Ils peuvent prendre des très grandes bouchées. L'objectif, ce n'est pas de donner toujours le même chemin et toujours la même vitesse à tout le monde. Il y en Non, a c'est des ça. gens qui sont plus pressés ou rapides ou Mhm. plus capables, mais si vous vous arrimez sur votre rythme à vous, vous allez vous donner la bonne expérience, fait qu'il ne vous manquera plus rien dans le fond. Il Exact. restera juste à apprendre à retourner dans ce lieu-là de quiétude et de paix. Exact. Et le rythme est tellement important. Tu sais, je pense à ma femme que je vois qui est là. On n'a pas le même rythme. On n'a pas la même vitesse. Puis même moi, à certaines périodes de l'année ou certaines périodes ou certaines sphères de ma vie, la Ferrari rouler à pleine vitesse. Ouais. Et il y a des périodes de ma vie que j'ai voulu ça. Puis là, je ne suis plus dans cette période-là. Puis c'est comme, il faut respecter ça aussi. C'est comme si on avait un jugement sur ce qui est. Puis tout ce qui nous a emmené souffrance, on le rejette. Mais ce qui fait qu'on arrive à percevoir la vie comme on l'aperçoit aujourd'hui, c'est grâce aussi à l'expérience du passé. Et qu'il y a d'autres éléments qui sont en train de grandir, qui sont traversés par la vie, tes enfants, tes collègues de travail, ton patron, tes employés, que la vie les traverse et qu'ils expérimentent ce qu'ils sont appelés à expérimenter. Donc, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mal. Es-tu d'accord avec ça, Paul? Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mal. C'est. Comment je Ouais. danse avec ça? Comment je cultive avec tout ça? Je pense que la grille de lecture bon, mal, on appelle ça le code moral. Hmm. Puis, un code moral, ça appartient au monde affectif et à l'intuition. C'est un grand raccourci pour prendre rapidement une décision. Mais ce qui est bon pour une personne va être mal pour l'autre. Fait qu'on voit que c'est un mensonge ou pas tout à Tellement. fait bien ajusté avec la réalité. Fait que voir au-delà du mensonge, voir ce qui est vrai, ça demande du discernement. Puis pour avoir du discernement, il faut composer de la sécurité, de la flexibilité, la connaissance de soi, la bonne gestion des frontières. On va aussi bien définir notre ego pour ensuite pouvoir dissoudre notre ego et pour pouvoir être présent à l'expérience. Mais ce chemin-là que je viens de vous dire en plusieurs étapes, il y a des gens qui trouvent ça trop long, fait qu'ils restent pris dans une étape ou qui régressent constamment à l'enjeu de la sécurité. Mais à un moment donné, si ça vous intéresse, on peut le dépasser, cet enjeu-là de sécurité, puis d'angoisse perpétuelle, puis de vivre dans la peur. Mais on ne peut pas le dépasser de la manière peut-être que vous le pensez. C'est-à-dire qu'on va le dépasser, mais en sachant y retourner de temps à autre pour renettoyer ou resécuriser les choses. Puis tout comme ce n'est pas l'échec de votre nuit d'avant si vous redormez ce soir, ben, c'est normal de redormir. C'est pas l'échec ben, c'est pas l'échec non plus de votre processus de sécurité intérieure si vous retombez dans l'insécurité. Mais non. Biologiquement, on est construit pour faire ces voyages-là, aller-retour, faire des cycles de soins. Exact. Et on mature aussi. C'est important de l'échapper. C'est important parce que c'est là qu'on se ramène. Puis la seule façon de se maîtriser, c'est en se ramenant. Donc, si on ne l'échappe jamais, on n'élève pas notre niveau de maîtrise. C'est important, ça fait partie du jeu, tout ça. C'est de l'échapper, de perdre le sens, de développer, de ramener une clarté quand on perd la clarté parce que c'est quelque chose qui n'est pas permanent. Tout est mouvement, tout est changement, tout est. Tu sais, quand tu vois des gens venir te voir, venir chercher ton expertise, ton accompagnement, est-ce qu'en face de toi, tu vois une personne complète? Ben, ça dépend si la personne s'autorise à être complète. Non, mais basic, là. Moi, ben, je vois beaucoup que les gens se blessent eux-mêmes ou sont privés de contact avec eux-mêmes. Fait que même si moi, je voudrais porter un regard sur eux, en vérité, je ne perçois quelque part que ce qu'ils ont accès eux-mêmes à l'intérieur d'eux. Fait que peut-être que j'interprète la question que tu me poses, mais pour dire que je ne peux pas vraiment, moi, aller
forcer leur accès à la santé mentale. Je peux voir un pas plus loin, peut-être que là, qu'est-ce qui fait qu'ils sont pris à l'intérieur d'eux, mais une personne qui est dans un cocon à moitié sorti puis en souffrance, si on l'aide trop rapidement à sortir de son cocon, ça peut tuer la bébite, ça. Hmm, Fait que ouais. j'aime bien me positionner un peu en assistant, prendre un pas de recul, mais pas forcer le travail thérapeutique, même si moi, j'aurais une intuition en disant hey, fais ça, puis c'est réglé. Non, c'est trop de Ouais. santé mentale d'un coup, là, ça peut tuer quelqu'un. Ouais. Je pense que j'ai mal posé ma question. Parce qu'en fait, ce que tu me dis, c'est que tu ne vois que ce que la personne se permet de te montrer, en fait. Oui, puis je vois peut-être juste un pas plus loin C'est ça. Mais en en même raison. temps, tu sais, je t'explique mon regard, ma façon de voir les choses. Ben, quand quelqu'un vient me voir, quand que je vois quelqu'un dans ma communauté, que ce soit ma femme, mon beau-père, mon frère qui est fermé à tout ça ou peu importe, mais moi, ce que je vois, c'est, je vais utiliser mes mots parce qu'on est chez nous, OK? Bien sûr. Moi, je vois Dieu incarné dans une palette de couleurs manifestée ou retenue ou cachée, mais je vois le potentiel, même s'il y a souffrance, même si cette personne-là Oui. exprime une partie de ce que je perçois qu'elle est, c'est quand même ce que je vois. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Je, oui, je, oui. je vois le joyau qui, ce joyau-là, est sous-éduqué ou sous-éveillé et est en train de marcher son cheminement à elle, mais quand la personne, elle vient, je la vois complète. Uh-huh. Ah, je comprends mieux ta question. Probablement que c'est un écart avec moi qui intellectualise beaucoup là, les choses là-dessus. Puis ça vient un peu avec comme on a dit au début du live, avec les règles de Oui, psychologue c'est ou les ça, c'est ordres vrai. professionnels. C'est que moi, en même C'est temps vrai. que je réponds à tes questions puis qu'on discute ensemble, je suis en train de screener là, les 96 règlements de déontologie en même temps en travaillant. Bravo. Merci de le dire. Fait que ça fait comme un peu mettre une zone de prudence dans mes questions. Puis cette zone de prudence-là, ça nous fait quitter un peu le moment présent. Ouais. Et c'est comme une mesure de sécurité que socialement, il a été instauré pour protéger le public d'une certaine manière, mais qui, c'est sûr et certain que ce sont des règles qui vont créer comme une espèce de voile par-dessus une certaine forme d'authenticité ou spontanéité. J'adore. Mais moi, je les adopte, ces règles-là, pas parce que je pense qu'ils sont parfaites, mais parce que pour l'instant, ça fait mon affaire. C'est comme un manteau qui m'abrite et que j'aime bien. Mais je ne suis pas le manteau. Je porte le manteau. Ouais. Et même C'est- si je c'est- perdais le manteau, je trouverais ça plate. Mais je ferais autre chose relié à ça. Ça serait différent. Mais c'est génial parce que moi, je n'ai pas été conscient, mais peu importe, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais c'est clair que tu as été vigilant au travers de tout ça parce que tu as un ordre à respecter. Tu ne peux pas te permettre de partager parce que tu vas te faire taper dessus. Et là, j'ai reposé ma question parce que mon feeling, c'est de dire attends un peu, Paul. Sérieusement, on parle-tu de la même chose? Et là, tu as fait comme ouais, j'entends ta question, mais tu comprends que Oui, oui. imaginez à quel point ça demande une présence, une vigilance de ne pas se commettre et s'enferger. Donc, pour ça, je veux te reconnaître et bravo parce que c'est un énorme respect aussi pour tout ce que tu fais dans ton travail. Et je le sais très bien à quel point que tu as une grande vision de tout ce qui est. Tu es profondément en amour dans tout ce que tu fais par rapport au vivant, mon ami. Paul, si on a des gens avec nous là, euh, qui ont, euh, qui ont envie d'en connaître davantage sur ce que tu fais, que ce soit tes programmes, tes réseaux, mais que ce soit ton accompagnement aussi, ou qui ont un enfant ou un conjoint ou qui cherchent. Moi, je sais que, comme je l'ai dit au début du live, tu fais les choses dans une bonne posture. Tu es là pour permettre aux gens de se comprendre aussi, pas juste OK, on va guérir, non, il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Tu peux-tu nous partager un peu qu'est-ce que tu fais au Oui. quotidien? Bien, les gens, s'ils veulent me rejoindre, c'est facile à trouver. Là. Ils tapent Docteur Paul Simard, psychologue sur le web, puis mes coordonnées sont partout. Mais en gros, moi, je reçois des gens, des adultes. Je ne reçois plus depuis quelques années des enfants. J'ai décidé de me spécialiser adultes. Donc, adultes OK. individuels, couple, famille. Je vais redémarrer sûrement des groupes bientôt. J'avais arrêté avec la pandémie faire des groupes, mais
ils passent par mon processus là, de courriel pour venir me voir, puis ça me fera plaisir de donner les informations. Moi, je donne mes programmes de formation maintenant à mes nouveaux clients qui me contactent. Là. Je le mets comme en bonus pour qu'ils puissent appuyer leur expérience. Ouais, Et OK. sinon, les gens aussi peuvent se les procurer. Ils peuvent aussi me voir à la télé. Je suis sur ma TV, j'ai mon émission de télé qui roule encore présentement, Ah ouais, je savais pas ça. Qui s'appelle Regard Psy. Ah ouais. Tous les épisodes sont disponibles également sur le site web de ma TV. Je suis aussi dans certaines émissions de Chantal Lacroix en rediffusion maintenant à TVA. Demain, tout est possible. OK. Puis, je suis chroniqueur à la radio chaque semaine, à Radio X Québec. Puis, je suis partout. Je fais plein de programmes. Puis, j'y vais en toute humilité, un petit pas à la fois. Mais mon objectif, il est clair aussi que je m'en vais. T'en Donc, vas où, Paul? c'est personnel. OK, parfait, génial. Il s'en va aux toilettes. Il ne veut pas me le dire, il s'en va aux toilettes. Mais, comme tu vois, moi, j'ai de la facilité à parler de cette chose-là et en même temps à la protéger. Tu fais bien. Fait que Je quand on respecte. sait comment le reconnaître, le nommer, qu'il n'y a plus de zone interdite à l'intérieur de soi, ça facilite beaucoup la capacité de protection. Et Ouais. protéger ne veut pas dire que je me méfie ou que je suis en danger. C'est je choisis de garder cette zone-là dans ma zone secrète, privée, et reliée à mon intégrité. Ouais. Et quand on réussit à faire ça, je pense que c'est une grande liberté qui arrive. Puis c'est cette libération-là intérieure, dans une forme de vérité, moi, que j'essaie de transmettre aux autres. Ouais. Mais tu le fais très bien. Tu le fais très bien à ta façon, selon les règles qui sont là. Tu as la tête faite pour ça. Bravo, mon cher ami. On va mettre sous le lien, sous la reprise du Lab Pleine Conscience, tous les liens que Paul vient de nous partager. Mon équipe, je les voyais comme des petites abeilles fidèles au poste, comme d'habitude. Prennent des notes. On va aller chercher les liens. On va tout mettre ça en dessous. Je sais que tu as une page YouTube, une page Facebook, Paul aussi, où ce qu'on peut te voir en interaction. Dans des lives, dans des réponses aux questions. Tu prends soin de ta communauté. J'ai vu un de tes vidéos TikTok ce matin. C'était vraiment génial aussi. Donc, tu es assez bien engagé au travers de tout ça. Donc, tu te situes où au Québec, en fait, ceux et celles qui veulent voir one-to-one, si ce n'est pas sur le web? Je suis dans la ville de Québec. Ah, la magnifique ville de Québec. Fantastique. Merci, mon cher. Merci d'avoir, je sais qu'on avait dit jusqu'à 10 heures, donc merci de nous avoir permis tout ce temps-là. Je demande tout le temps à ma communauté en terminant, si vous avez un mot ou deux en résumant qu'est-ce qui vient de se passer dans l'expérience avec Paul, en fait, qu'est-ce que ça a fait résonner dans votre tambour intérieur, dans votre corps, ça serait quoi? Moi en fait, la dernière, moi, c'est liberté. Moi, tu viens dans la dernière conversation qu'on vient d'avoir, tu viens de me démontrer l'importance de la liberté pour moi. Donc, c'est ça que tu m'as. On est tous en train de se faire, de se faire émerger qu'est-ce qui est important pour nous. Donc, l'éveil, la responsabilité, j'aime ce que j'ai entendu, se protéger. Ça aussi, c'était bon, c'était puissant. Le droit d'être, se permettre, charmante rencontre, passion, responsabilité, sincérité. Je descends encore 50% soi, 50% l'autre. C'est vraiment fort, ça. Responsabilité, 50% d'observation dehors et l'autre en dedans. Force, conscience, 50-50, c'est bon. Paix, clarté, amour. Regarde, mon ami, qu'est-ce que tu as fait émerger en chacun d'entre nous. C'est un privilège de t'avoir reçu. Merci, mon Paul. Et j'espère avoir le privilège d'interagir avec toi aussi prochainement dans d'autres projets. Merci beaucoup. Puis Avec bravo de plaisir. faire, de respecter ta façon de faire les choses, puis l'ordre. On a besoin de quelqu'un comme toi qui va jusqu'à la ligne, qui marche sur la ligne, qui donne la main des deux côtés pour les rassembler. C'est une grande force que tu as. Je pense qu'ouvrir le dialogue entre les professionnels de la santé accrédités avec des titres, Ouais. puis les gens qui sont enseignants, coachs, mentors, moi, je trouve que c'est super important. Dans un monde où, justement, on le voit, qu'il manque des psychologues partout, je pense que si on était capable de faire preuve de discernement puis de tendre la main à différents acteurs, ça créerait un filet de sécurité encore plus grand pour les gens. Tellement, tellement. Tu sais, regardez Paul, il est sur la ligne. Moi, on va dire, il y a un côté qui est psychologie, on va dire, rigide. Il y a un côté qui est extraverti, spirituel, ésotérique et tout ça. Et Paul, il marche sur la ligne. Moi, je suis d'un côté, pas dans un extrême, mais je suis d'un côté, puis je viens donner la main à Dr. Serge Marquis, à Paul Simard, à plein d'autres. On a reçu plein de psy sur
le lab, et des gens qui sont de tête, qui comprennent, qui respectent leur ordre, mais qui viennent nous partager. Et le but, c'est d'apprendre à voir sur plein de regards possibles, comme tu as dit, ouvrir le dialogue, se donner la main et se respecter aussi au travers de tout ça. Alors, merci, mon cher. J'aurais aimé ça qu'on parle de spiritualité et psychologie. C'est un de mes sujets préférés, moi. C'est à toi d'arriver plus tôt. On se revoit, mon cher. Merci, Paul. Prends soin de toi. On va tout mettre les liens sur la page Facebook, sur la rediffusion. Et je te souhaite une belle journée. Puis merci, ma belle gang, d'avoir été présent. Je vous souhaite un beau dimanche. Il fait super beau dehors. Allez profiter de la belle journée. Salut tout le monde. On termine avec ma